Nous sommes mardi 21 avril 2026. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre un peu partout à travers le pays. Merci de nous pratiquer à l'international. Au menu de ce mardi, poursuivi pour des propos injuriés sur les réseaux sociaux, Yama Sega et Maya La Solution ont été condamnés à 2 ans de prison assortie de sursis et une amende de 40 millions de francs guinéens. Elles ont été également interdites de toute publication sur les réseaux sociaux. Quel enseignement peut-on tirer de ces faits judiciaires? Décryptage à suivre dans cette émission. Et puis, perturbation de cours dans certains endroits de Conakry, l'intersyndicale de l'éducation SNE-FSPE prend ses distances. Les responsables syndicaux se désolidarisent de ces manifestations spontanées. Ils appellent par ailleurs les uns et les autres à la retenue et à la compréhension. Pendant ce temps, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée dénonce quant à lui une action planifiée. Que s'est-il réellement passé? Analyse à suivre dans cette émission. Au Sénégal, la 10e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi 20 avril 2026 à Dakar. Un rendez-vous continental qui réunit experts, responsables politiques et militaires africains pour redéfinir les priorités du continent dans la lutte contre le terrorisme. Parviendront-ils à adopter une position collective face au terrorisme en pleine progression? Analyse à suivre également dans cette émission. Et puis, si tout va bien, nous irons au Moyen-Orient où l'accalmie aura été de courte durée. Ce samedi 18 avril, la République islamique d'Iran a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz alors qu'il avait été complètement rouvert pour les navires commerciaux. Revirement de Téhéran en réaction au maintien du blocus américain des ports iraniens. Jusqu'où ira la crise dans la région et quelles seront les conséquences pour l'économie mondiale? Analyse à suivre également dans cette émission. C'est parti pour 90 minutes de débat avec vous, Ahmed Loba. Bonjour. Bonjour, Yahya Diallo. Bonjour à tous. Yamcha Cheikh Kamara, tout feu, tout flamme. Yamcha, bonjour. Bonjour, Yahya. Merci. Bonjour au peuple de Guinée. Très bien, bienvenue. Alors, Mohamed le disait, voilà, Yama, les deux sœurs, Yama et Maya, sont situées sur leur shore. On le disait hier. Les deux sœurs. Ouais, sûr. Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Ou bien c'est parce que vous les avez vues main dans la main. Merci. Alors, elles sont arrivées au tribunal de première instance de Mafanko hier, je crois que c'était vers 10h. Main dans la main, quelque chose qui a quand même surpris plus d'un, il faut quand même il faut le rappeler. Et on ne s'y attendait pas. Et solidairement, elle paraissait quand même, disons, devant des caméras. Et finalement, comme on l'avait presque décrit, il faut dire que la procédure, ça s'est passé comme il y a eu, ça a été juste une journée, disons, de procès. Le juge a rendu la décision sur siège et finalement, Maya Kaba et Yama Sega Mariamba, de son vrai nom, ont été condamnés à 10 ans de prison assortis de sursis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont condamnées, mais des condamnés libres, des personnes qui ne vont pas croupir en prison pour purger leur peine. Alors, c'est cela, le sursis. Le sursis vous exempte la prison, c'est-à-dire vous débarrasse la prison. Alors, mais attention, parce que s'il y a le sursis qui plane sur votre tête, ça veut dire que les autres pièces de condamnation, si vous arrivez à enfreindre, c'est-à-dire à seulement une pièce, la condamnation va être en tout cas quand même immédiate. Donc, le sursis va sauter. Le sursis saute et vous vous retrouvez carrément en prison. Alors, bien avant même, d'abord, si vous avez un autre délit commis, bien avant d'être jugé, on vous place sous mandat de dépôt. Vous commencez d'abord à purger cette peine, d'abord qui est sur vous, avant que l'autre procès ne commence. Alors, le tribunal a quand même délibéré ce lundi dans le dossier très médiatisé, il faut le dire, qui opposait deux figures féminines très influentes de la scène publique guinéenne. Alors, on parlait de Maya La Solution, on parlait de Yama Sega. À l'issue des débats, Yaya Diallo, ses prévenus ont été reconnus
coupables des faits reprochés et écopent de la même peine. Alors on parle de 2 ans de prison avec sursis. La décision judiciaire, elle était sans ambages. Au-delà de ces 2 ans de prison, il faut dire qu'il y a 40 millions de francs guinéens d'amende. Alors il y a l'interdiction de toute publication sous quelque forme que ce soit pour une durée de 2 ans. Alors il faut dire aussi à ce niveau, pour la compréhension des uns et des autres, mais pour leurs activités respectives, elles peuvent faire des communications, mais tout ce qui concerne des communications de propagande, surtout de nature à troubler l'ordre public ou de nature quand même à saper les mœurs en République de Guinée. Ou à terrir l'image du pays. Effectivement, donc de telles publications sont interdites. Alors, est-ce que cette précision a été faite, Mohamed? Pardon? Par rapport à la publication de contenu, parce qu'on a dit l'interdiction de la publication de contenu. Elle est formelle. Est-ce que ça a été précisé qu'elles peuvent faire des publications relatives à leur activité? Par exemple, pour ceux ou celles qui vendent par exemple en ligne, ça n'a rien à voir avec des publications de propagande. Vous allez comprendre. Le cas, par exemple, Singleton, ça vous rappelle quelque chose. C'était presque les mêmes natures de condamnation. Mais est-ce que Singleton n'est pas en train n'est pas en train de publier? Sauf qu'il faut dire que les cas ne sont pas pareils. L'un, c'est sur la cybersécurité et l'autre, c'était en cas d'accident. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre il y a l'interprétation de la loi. Certainement, on aurait dû avoir un juriste ici qui pourrait nous édifier davantage sur ces sujets-là. Alors, cette affaire qui a défrayé la chronique, il faut quand même dire ces derniers jours, a opposé ces 2 protagonistes, sauf que, à la surprise générale, elles ont comparu solidairement, c'est-à-dire main dans la main. Alors, les faits mis à leur charge, la plupart ont été reconnus et elles lui ont encore une nouvelle fois réitéré leur pardon, les demandes, les excuses demandées au peuple de Guinée. Et finalement, on a compris le juge qui a été, disons, plus ou moins clément, il faut quand même le dire, parce que même leurs avocats en ont rappelé, notamment maître Paul Yomba Kourouma, lui-même a reconnu que la justice a été clémente. Et finalement, par rapport à cette sentence-là, on ne dit pas peut-être que le droit n'a pas été dit. Le droit a été dit parce que rien n'a été décidé qui pouvait sortir, c'est-à-dire hors la loi. Alors, dans le cadre judiciaire. Il faut quand même respecter cette décision judiciaire, même si peut-être que Dokong pensait qu'elle pouvait se retrouver en prison, c'est-à-dire au-delà du sursis qui est intervenu. Alors, par rapport à la décision, il faut quand même le dire aujourd'hui, même si on n'est pas en prison, on est moralement condamné parce que déjà, il y a 2 ans, pendant 2 ans, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire être totalement libre de vos mouvements, c'est-à-dire si je dis de vos mouvements, parce que partout où vous êtes couché, partout où vous marchez, vous savez pertinemment quand même que vous êtes condamné, alors que vous allez faire attention à tous vos faits et gestes. Donc déjà, c'est une condamnation, avant tout morale, une prison morale, donc une peine morale que vous allez purger pendant 2 ans, 2 bonnes années. Alors, il y a le casier judiciaire. Donc ça veut dire que déjà il y a un tampon rouge aujourd'hui sur leur casier judiciaire. Ça va être compliqué, mais il faut quand même le dire que par rapport à la décision, même pendant l'audience, les avocats de la défense avaient quand même plaidé la clémence et ont tenté de minimiser la portée même des propos tenus par leurs clientes. Alors, leur cliente, effectivement, avait aussi reconnu, en tout cas ce qui s'est passé, je vous ai dit, c'était en flagrance. Tout à fait. Il n'y avait pas quelque chose à prouver et non plus, il n'y avait pas, on ne pouvait pas se désolidariser des propos tenus. Alors finalement, chacune d'elles a présenté encore une nouvelle fois, réitéré ces excuses-là et le juge... Une faute reconnue est à moitié pardonnée. Le juge a tenu compte de la situation. Je peux ne pas être d'accord avec vous. Soyez d'accord, Mohamed. Je suis obligé non plus de dire que soyez d'accord, Mohamed. Ce qui reste clair, le juge, on a vu, le juge a opté pour la situation atténuante. Il a pris compte cette situation atténuante-là parce que même si c'est le plus grand, disons, nous avons vu lors même du procès du 28 septembre, il y a des accusés qui avaient quand même fait le rétropédalage et finalement, il y a eu une situation atténuante des accusés pour qui la sentence devrait être sévère, mais elle a été moins. Pourquoi? Parce qu'ils ont coopéré pour la
la manifestation de la vérité. C'est de ça aussi qu'il s'agit. La justice a un visage humain et parfois elle peut agir, c'est-à-dire en tenant compte de la situation, notamment aggravante ou de la situation atténuante. Donc ça dépend de votre collaboration, de la manière avec laquelle vous tentez de permettre la manifestation de la vérité. Nous avons vu le cas Toumba, effectivement. Donc il y a beaucoup, disons, ces facteurs certainement qui ont joué en la faveur de ces deux personnalités publiques de notre pays, notamment Yamasega et Maya La Solution. Yam Chassek Camara, une sanction plus ou moins sévère. Plus ou moins sévère. En tout cas, bon, la justice a été rendue, il faut le dire. Absolument. La justice a été rendue, peu importe la manière. C'est vrai qu'il y a des interpellations quand même dans la cité, des dénonciations se font par-ci, par-là. Et depuis ces deux condamnations avec sursis, d'accord, dans la cité, il y en a qui dénoncent une justice à géométrie variable, puisque vous vous rappelez le cas Sagatala, le cas Opinel ici, c'était des cas similables, des clashs sur les réseaux sociaux, des injures entre les deux artistes, mais à ce niveau, après la présentation, d'ailleurs, des deux garçons à l'Oprogem placent directement en détention. Je ne sais pas, ils ont été directement placés en détention du côté... En détention préventive, en détention préventive du côté de la maison centrale de Conti. Voilà. Un mandat de dépôt. Voilà, un mandat de dépôt. Voilà, mandat de dépôt. Voilà, c'était pas en détention. Merci le spécialiste maison. Voilà. Et pour le cas Yamasega, Maya La Solution, on a vu avec tout bruit, et c'est vrai, ils ont occupé le devant bien avant cette action publique enclenchée par le parquet général près la cour d'appel de Conakry. C'est vrai, elles ont présenté premièrement les excuses au peuple de Guinée. Elles ont premièrement reconnu tout ce qui leur a été même reproché devant le tribunal de première instance de Mafanko. Les faits étaient avérés. Ni l'une ni l'autre n'a rejeté les charges qui leur a été reprochées. Donc, devant le tribunal de première instance de Mafco, je crois que tout était bien parti pour établir un jugement équitable. Je crois avec l'aide des avocats de la défense des deux côtés, d'accord, des deux parties, je crois on a bénéficié de cette condamnation avec sursis. Mais ce qu'il faut ajouter au-delà de tout, Yaya, on le rappelait ici hier même dans ce studio, puisque c'est quand même un sujet qui a défrayé la chronique, depuis cette semaine. D'ailleurs, à partir de la semaine dernière jusqu'à maintenant, on ne parle que cela. C'est le sujet qui occupe même l'espace numérique guinéen. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Dans la presse, on en parle aussi. Et puisque normalement, ça doit servir d'exemple. Et ça a été aussi un procès d'école, non seulement pour ceux qui vont tenter de commettre les mêmes actes, pour d'éventuels candidats. Voilà, pour des éventuels candidats à ces actes d'injures entre autres sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, condamnation avec sursis et au paiement d'une amende de 40 millions de francs guinéens. Pour d'aucuns, peut-être ça semble un peu banal, mais ce n'est pas fortuit. Il faut quand même le dire, puisque Mohamed l'a rappelé, il a détaillé d'ailleurs, quand on parle d'une condamnation avec sursis, c'est vrai que vous n'allez pas directement en prison, mais moralement vous êtes condamné. Donc cette condamnation morale qui existe, et en cas d'autres peines, ça veut dire que directement on peut réactiver la machine de condamnation. Les 2 ans que vous avez déjà, voilà, les 2 ans que vous aviez déjà dans votre casier peuvent être reconduits automatiquement, et là sans attendre d'ailleurs. Ça veut dire que quelque part elles ont besoin de faire très attention sur ce qu'elles vont poser comme acte dans tous les secteurs, d'ailleurs pas seulement sur les réseaux sociaux, puisqu'en cas d'autres condamnations, je crois bien que
ça va mal partir pour ces deux dames-là. Et donc c'est un avertissement pour d'autres candidats aussi éventuellement. Et aujourd'hui, cette sortie, cette action, d'accord, de la justice guinéenne, c'est ce qu'il faut saluer, puisqu'à un moment donné, l'espace numérique guinéen était devenu un fourre-tout. Chacun pouvait se permettre de tout faire. Chacun pouvait raconter, tout le monde peut raconter toute chose. Voilà. Donc siffler la fin de la récréation sur ce terrain-là, c'est ça la bonne chose, c'est ça l'initiative à saluer, c'est ça l'action qu'il faut aujourd'hui et qu'il faut pérenniser là, et puisque derrière, il y a forcément des gens qui ne comprennent pas la portée de tout ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes qualifié, si vous vous appelez influenceur, si vous vous appelez influenceuse, je l'ai dit hier, je crois que vous devrez servir d'exemple. Alors, ce procès est un procès d'école pour tout le monde, en tout cas pour tous ces vlogueurs, toutes ces vlogueuses, ces influenceurs, influenceuses qui se permettent de s'en prendre à tout le monde sans aucune loi. Et il faut continuer à rappeler que cet espace n'est pas un espace de non-droit. Alors à partir de Yamasega, à partir de Maya la solution, je crois bien, c'est la justice qui a été rendue, mais il faut veiller à ce qu'elle soit la même pour tout le monde. Il faut continuer à nettoyer. Et ce qu'il faut rappeler, parfois la justice n'est pas aussi, disons, répressive. Elle peut aussi paraître comme dissuasive. Et dans ce cas, elle a été dissuasive. Il faut quand même le dire que la répression n'a pas été comme telle, parce qu'elles ne vont pas faire la prison. Mais la dissuasion est aussi importante dans une société. Mais ça devient compliqué, même si elle est répressive pour d'autres. Ça dépend aussi de la nature, ça dépend de la nature des infractions. Non, mais j'ai établi une comparaison entre les deux cas. Le cas Sagatala et le cas Sagatala Opinel et le cas Yama la solution. Il n'y a pas de fossé possible entre les deux cas. Le moment, ça a commencé pour le cas des garçons, ça a commencé par des clashes sur les réseaux sociaux. Entre-temps, d'ailleurs, dans les musiques, d'accord, eux, ils sont passés par le biais de la musique pour se clasher. Entre-temps, jusqu'à ce que des injures vous allez m'écouter. Contrairement à Yama et Maya, c'était des altercations directement verbales entre les deux. Des révélations croustillantes se sont mêlées dans la danse, et derrière on a vu tout ce que cela a donné. Mais si vous parlez d'une justice répressive pour les autres et dissuasive pour certains et dissuasive pour d'autres, alors ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire. Ça a été des infractions, ça a été des infractions qui ont été jugées. Et d'abord, ce qui pourrait paraître salutaire, c'est le fait que le parquet quand même a diligenté, disons, ces cas, et finalement la poursuite s'en est suivie, et avec sérénité, jugement également. En fait, le juge, il est le seul arbitre dans un tel match. C'est lui qui siffle, et la fin, c'est lui qui prend la décision qui s'y est. Alors, ce qu'on demandait, c'est de dire ce qu'ils disent le droit. Ce qu'il a dit, c'est le droit, mais de quelle façon? Peut-être c'est là pourrait naître l'interprétation. On n'est pas là pour interpréter la décision qu'il a rendue, ni encore commenter davantage. Ce qu'on peut, c'est peut-être donner, c'est-à-dire analyser cette décision qui a été rendue et dire qu'elle paraît dissuasive. Parce que vous l'avez rappelé vous-même, qu'elle va dissuader cette décision d'autres candidats, disons, aux mêmes bêtises. Ils sont nombreux, ces candidats. Vous voyez, si vous savez que vous allez être pris, mais quand même, franchement, elles ont perdu 3 jours. Même une seule nuit ou une seule journée de garde à vue, c'est une prison. C'est une prison parce que vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Elle était à l'opposé, mais en garde à vue. C'est la même chose. Une cellule reste une cellule. Une cellule reste une cellule. Nous avons vu des présidents qui sont condamnés à être à domicile. Vous ne quittez pas là, c'est une prison. C'est une prison pour vous, même si tout à l'heure quelqu'un venait nous dire ici, là, vous ne sortez pas du studio, peu importe la beauté de ce studio, ça se transforme en prison pour nous. Alors attention, il faut quand même reconnaître que la justice a joué un rôle majeur. Mais on est tous d'accord, et on veut qu'elle continue à jouer. On est d'accord sur le il y a une différence. Il y a une différence
aujourd'hui en termes de la nature d'infraction commise par les uns et les autres. Bien. Alors, ce qui a été reproché par Yama, nous avons juste vu que pour le moment, elles ont été presque condamnées pour les faits d'injure. Alors, il y avait beaucoup de chefs qui ont sauté, moi je l'ai rappelé hier. Beaucoup de chefs Ça d'accusation. devrait interpeller notamment le gouvernement. Bien. On n'est pas en train de taper sur qui que ce soit, mais par rapport au fait de blanchiment. Parce que l'une a parlé de 3 milliards de francs guinéens. Évidemment. C'est une affaire d'ailleurs classée sans suite. Vous comprenez, pour le moment, on ne peut pas le dire qu'elle est classée sans suite. Certainement, parce que c'est des affaires qui peuvent prendre, notamment en termes d'enquête, assez de temps. Il faut quand même le dire. Si on n'a pas toutes les preuves réunies, on ne peut pas. Mais aucune brèche n'a été ouverte par le juge. On ne le sait pas. Non. Les faits ont été réqualifiés. On nous avait fait comprendre au départ qu'il y a une information judiciaire ouverte. Mais est-ce que c'est pour l'ensemble des charges? Est-ce que c'est pour l'ensemble des chefs? Et concernant la consommation des stupéfiants, les deux se sont dédouanés devant le tribunal. Vous avez vu combien de fois ils se défendaient mutuellement. C'est vrai que ça a été, on peut quand même espérer que ça a été conseillé même ainsi pour par leur l'affaire de conseil. grossesse. Voilà. Même pour l'affaire de grossesse, ça a été vous avez vu, non, il y a eu des charges. Vous avez vu la question de l'avocat de la défense qui a dit est-ce vrai? L'autre a dit je demande pardon. Voilà. Donc ça veut dire que je vous ai dit d'abord il y a eu cette comparution solidaire des deux dames. Cela a surpris. Finalement, Mohamed, la nuit porte conseil, Mohamed. Elle était censée, disons, se défendre, c'est-à-dire personnellement, chacune de son côté. Tout à fait. On a vu une défense solidaire. Donc c'était très difficile pour, disons même, d'abord le parquet qui peut, dans une affaire, poursuivre à charge et à décharge. Elle ne pouvait pas changer de fusil d'épaule. Malheureusement, malgré ces excuses-là, le parquet est resté dans ses bottes. Ce que le parquet a demandé, certainement s'il y a eu de rajout. Le procureur a rappelé, il avait dit que les excuses même présentées par les deux étaient suffisantes pour atténuer les peines. On a tous été d'accord. Pour cette raison, elles n'ont pas été renvoyées des fins de la poursuite, elles ont été condamnées. Mais selon peut-être la nature de la condamnation qui ne plaît pas à beaucoup, ce qui reste clair aujourd'hui, le juge était le seul maître de l'affaire. Le seul souverain. Le seul maître souverain de l'affaire, il a rendu sa décision et il faut la respecter et la faire respecter. Certainement pour d'autres candidats, c'est-à-dire aux mêmes bêtises humaines, je m'excuse du terme, ceux-ci-là, aujourd'hui, vont être dissuadés. Tout à fait. Pour dire attention, je vais passer, parce que le simple fait, Yamoussa, d'être cité dans une affaire, passer devant la justice, c'est déjà quelque chose qui salit votre image. Absolument. Peu importe, vous avez raison ou pas, votre intégrité même, en tout cas votre honneur a été mis en cause et finalement, c'est pourquoi on vous appelle même devant le juge, vous êtes mis en cause dans une affaire, donc finalement vous êtes prévenu ou accusé. Donc ça ne résuit pas quelqu'un, le fait d'être poursuivi. Si c'est vous le poursuivant, on peut comprendre, mais si c'est vous le poursuivi, il y a beaucoup de choses à dire sur vous, qu'elles soient vraies ou fausses. Il faut quand même dire que vous avez quand même le droit de laver votre honneur. Certainement aujourd'hui on ne peut pas dire que leur honneur a été suffisamment lavé parce que d'autres chefs, ça peut encore soulever d'autres questions concernant des poursuites éventuelles. On attend de voir ce que la justice va trancher, va décider dans cette situation-là. Mais ce qui reste clair, les chefs de blanchiment, la justice devrait d'abord regarder ce côté-là. Pourquoi? Parce que si vous regardez les activités menées par les deux, vous allez comprendre quand on parle de 3 milliards, surtout à un moment où même la Guinée fait face à une crise, même si on en parle moins, de liquidité, il faut quand même s'interroger et la justice devrait aller plus loin. Tiens, Cheikh Camara, on en a quand même assez des influenceurs, des influenceuses, mais qui influencent négativement. Négativement. Et c'est pour cette raison, ce procès d'ailleurs, le cas concernant ces deux actrices, était bien entendu. Et voilà, c'était
vraiment suivi de près par l'opinion publique nationale et même internationale, puisqu'il faut quand même dire que ces faits sont partis au-delà même des frontières, de nos frontières. Absolument. Très bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand on parle d'influenceurs en Guinée, ça donne la couleur de quelqu'un qui peut insulter tout le monde. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut influencer? Est-ce que c'est de cette couleur-là, d'accord, qu'il faut donner aux uns ou présenter aux uns et aux autres? Est-ce que c'est ce statut qu'on veut montrer aux gens, ou est-ce que c'est cette leçon qu'on veut véhiculer quand on est appelé influenceur? Moi, je dis non. Alors, à un moment donné, il faut que le tir soit rectifié chez les uns, mais aussi chez les autres. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, l'espace numérique guinéen est très mal utilisé. Très sué. Sué d'ailleurs, s'ils vont le dire, par ces soi-disant influenceurs ou je ne sais pas, blogueurs entre autres. On appelle abusivement influenceur. Voilà, il n'en a rien. Abusivement d'ailleurs, le mot influenceur. Bon, peu importe, je crois que le mot influenceur a deux sens, d'accord? Il y a ce sens négatif qu'on essaye de dénoncer. Il y a aussi ce sens positif aujourd'hui et qu'il faille mettre en place, qu'il faille préserver. Alors, aujourd'hui, si on est appelé influenceur, vous dites que vous êtes influenceur, je l'ai dit, je continue à le dire, il faut œuvrer dans le cadre de redorer l'image de la Guinée. Parce que si on dit vous êtes influenceur guinéen et puis on vous retrouve sur TikTok en train de proférer des injures, c'est qu'il faut comprendre à travers vous, l'image du pays est salie. Donc, à travers vous, l'image de tous les citoyens guinéens est tombée à l'eau. C'est ce qu'il faut aujourd'hui éviter. D'ailleurs, bonne nouvelle, puisque les deux ont compris, la solution, on connaît combien de fois elle est très virulente sur les réseaux sociaux, sur ces cas comme ça. Elle n'est pas d'ailleurs la seule. Il y en a d'autres aussi qui existent et qui commettent les mêmes erreurs. Il faut qualifier cela d'erreur de leur part, puisque elles ont reconnu finalement que ce qu'elles ont fait, n'était pas bon. Était complètement sorti du cadre normal, du cadre légal et même du cadre réglementaire. Elles ont pris conscience de cela. Je crois qu'à travers elles, d'autres peuvent aussi prendre conscience de se comporter sagement, d'accord, de façon sage désormais, afin que nous puissions, afin de ne plus jamais voir ou revoir ces cas comme ça. Mais en tout cas, Yahya, il faut insister là-dessus. L'espace numérique guinéen est très mal utilisé et c'est le bon moment d'en parler. Il faut que ça change, il faut que les uns et les autres prennent conscience, il faut que chacun rectifie le tir, il faut qu'on essaye en tout cas de mieux faire les choses. Si on nous demande de mieux faire, c'est de se comporter en bon citoyen, même sur les réseaux sociaux. C'est là qu'il s'agit. À la justice aussi d'aller beaucoup plus en profondeur pour laver surtout le parquet qui nous a rappelé et a rappelé à tout le monde que ces espaces ne sont pas des espaces de non-droit. Alors il faut continuer, c'est-à-dire à dissuader d'abord, à nettoyer avant que la répression ne commence. Alors aujourd'hui, ce travail ne devrait pas s'arrêter, comme Yamsa l'a dit, ne devrait pas s'arrêter à Yamasega et Maya la solution. Ça devrait continuer et qu'on fasse comprendre aux Guinéens qu'il n'y a pas un super Guinéen. Alors tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi, chacun peut être, nous sommes tous des justiciables. Alors que si la loi, on enfreint à la loi, et on devrait répondre de nos actes devant cette même justice-là et qu'on soit en tout cas quand même jugé à la hauteur et même condamné si condamnation peut sortir dedans, à la hauteur de notre forfaiture des actes qu'on pose. Alors aujourd'hui, il y a quand même, il faut le dire, ces cas, cette condamnation s'avère quand même comme un cas d'école, notamment par rapport à d'éventuels candidats. Ça c'est naturel. Tout à fait. Mais c'est au parquet
de se faire respecter, de faire respecter la loi, de faire respecter la justice guinéenne, de redorer l'image de la justice guinéenne. Faire régner l'ordre. De ne pas faire comprendre aux Guinéens qu'il y a deux justices, c'est-à-dire l'une pour les pauvres et l'une pour les riches. Pour les privilégiés. L'autre pour les riches. Donc il faut quand même le dire, parce que le simple fait de poursuivre ces deux-là, parce que nous savons très bien ce qu'on parlait d'elle. Ce qu'on parlait d'elle. Et effectivement, le parquet a brisé quand même ce plafond de verre. Tout à fait. Il faut le reconnaître. Le parquet a osé le faire et il l'a fait avec manière, et certainement ceux qui n'atteindront même pas le niveau de ces deux-là se diront attention, on pourrait passer et la sanction pourrait être sévère. Très bien. Voilà, en tout cas, l'affaire était tellement préoccupante. C'était tellement préoccupante pour vous dire que l'utilisation, c'est pas abusive ou c'est pas, comment on peut l'appeler l'expression, cette mauvaise utilisation de l'espace numérique guinéen était tellement devenue préoccupante que même le président de la République s'en est intéressé. C'est là où vous allez comprendre que le cas avait pris une autre dimension. Tout à fait. Vraiment, qui avait même commencé à gagner du terrain. Et surtout, vous avez vu l'attention portée même par le président de la République sur sa page Facebook. Il s'est adressé au peuple guinéen, il s'est adressé à ses créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Évidemment. Il a appelé les uns et les autres à une responsabilité collective dans le cadre de l'utilisation de l'espace numérique. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, même le numéro 1 du pays s'est senti préoccupé par rapport à la vitesse que cela a pris. Mais ça n'a pas commencé par Yama et autres. C'est pourquoi hier même, j'ai commencé par remercier ces deux dames, puisqu'elles ont permis à ce que le parquet sorte de son sommeil. D'accord? Moi, je l'ai dit. Donc, à travers ces deux-là, puisqu'à un moment donné, on a vu des gens ici qui commettaient les mêmes bavures sur les réseaux sociaux en plein mois du Ramadan. Il y a des blogueurs ici, des vlogueurs d'autres artistes. Voilà. Il y a eu des affaires ici qui ont vraiment marqué l'esprit. Mais aujourd'hui, à travers ce cas Yama Maya, je crois bien que chacun doit prendre ses responsabilités. En tout cas, c'est ce que demande même le numéro 1 du pays, le président de la République, Mamadi Doumbouya. Mamadi et Doumbouya. Alors, si vous êtes d'accord, on passe au deuxième sujet. Perturbation des cours dans certains endroits de Conakry. L'intersyndicale de l'éducation SNE, FSPE, prend ses distances. Les responsables syndicaux se désolidarisent de ces manifestations spontanées. Ils appellent par ailleurs les uns et les autres à la retenue et à la compréhension. Le syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée dénonce quant à lui une action planifiée. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé, M. Cheikh Camara? Ça a surpris plus d'un, en tout cas ça a surpris le monde éducatif, puisque nul ne s'attendait à un débrayage d'accord dans les écoles guinéennes, par endroit d'ailleurs à Conakry. C'est surprenant quand même. Voilà, c'était surprenant, mais il faut rappeler les faits. Le 11 avril dernier, il y a eu une assemblée générale extraordinaire convoquée par l'intersyndicale de l'éducation, notamment FSPE, SNE, suite à laquelle l'intersyndicale a menacé d'enclencher une grève générale illimitée, d'accord, de reprendre d'ailleurs ce mot d'ordre de grève qui était suspendu en décembre dernier, et comme quoi l'intersyndicale dénonçait cette lenteur enregistrée dans le processus de négociation entrepris avec le gouvernement, les négociations qui devraient d'ailleurs, selon l'accord cadre trouvé, répondre à partir du mois de janvier, mais qui sont restées sans réponse jusqu'à ce mois d'avril. Alors cela a provoqué l'ire des syndicalistes qui ont menacé d'enclencher une grève si rien n'était fait à partir de d'hier lundi, il faut le dire, 20 avril 2026. Mais contre toute attente, le gouvernement a appelé les syndicalistes. Il y a eu des rencontres à partir du 17 avril dernier. Donc des avancées majeures ont été appréciées du côté même de mouvements syndicaux, de l'intersyndicale. Alors la grève qui devrait être enclenchée à partir de ce lundi a été encore avortée et reportée sine die, puisque
elle a été suspendue, ça veut dire reportée sine die. Évidemment. Voilà, ce n'est pas levé. Donc ça a été reporté sine die en attendant de donner la chance au dialogue et aux négociations. Mais qu'à cela ne tienne, l'info ou la nouvelle a surpris vers 9h, 10h hier, quand à Conakry, les cours ont été perturbés dans plusieurs écoles de l'enseignement pré-universitaire. Donc par endroit, vous avez vous-même souligné, il y a des chauffourées entre forces de l'ordre et élèves ont été également signalées, notamment dans plusieurs endroits, dans plusieurs zones. Dans la zone de la T6 par exemple, entre les communes de Lambagny, Sonfonia et Matoto, la situation était là-bas électrique selon nos informations. Des élèves venus d'ailleurs ont jeté des pierres sur des écoles situées aux alentours. On a appris que ce sont des élèves qui ont quitté des établissements publics qui sont venus s'en prendre à ceux des établissements dans lesquels il y avait des absences d'enseignants. Des établissements privés. Bien. Et voilà, on a signalé l'absence d'enseignants aussi dans ces écoles publiques. Alors ces jeunes en tenue kaki et bleu-blanc, il faut signaler, on peut paralyser selon nos informations, même la circulation sur la route Le Prince, en brûlant des pneus sur la chaussée. D'ailleurs, la même scène s'est produite entre Amdallah également et Bambeto, selon les mêmes informations. Là aussi, la circulation a été momentanément interrompue. De part et d'autre, les forces de l'ordre sont intervenues à l'aide de gaz lacrymogène pour disperser, il faut le dire, pour disperser les manifestants. Et plus loin dans le quartier Afia Minière, plusieurs écoles privées, par mesure de sécurité, ont libéré leurs élèves aux environs de 10 heures. Évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? Pour le moment, on ne saurait le dire, puisque les raisons officielles de ces mouvements de colère dans les écoles ne sont pas encore connues, enfin pour l'instant, mais cependant l'intersyndicale de l'éducation avait projeté quand même, il faut le rappeler, j'ai commencé à le rappeler, une grève générale et limitée à partir de ce lundi, pour protester contre la non-application du protocole d'accord signé en début d'année avec le gouvernement. Et une grève qui a été, une menace d'ailleurs qui a été finalement reportée ultérieurement. Je crois, pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui a amené ces jeunes gens dans qui serait derrière ce jeu. Voilà, dans la rue, qui serait, puisque au sein de la classe syndicale également, vous avez vu les réactions n'ont pas tardé. Le SLEG parle d'un mouvement planifié. Par qui? Par qui? Parce que nous devions quand même avoir Mohamed, mais qui est en travaux de commission. Voilà, le chargé de communication, porte-parole du syndicat libre de ça vient de lui, du SLEG. Ça vient de lui, Romeo Bangoura. Il a dit que ce ne sont pas des manifestations spontanées, ce sont des manifestations déjà organisées. Et il a même cité, il a dit, je cite, des loubards qui ont été recrutés pour perturber les... Par qui? Par qui? Perturber les cours dans les établissements d'enseignement scolaire. Mais par qui? Ces loupards ont été recrutés par qui? C'est la grosse question. Nous continuons à la poser. Et derrière, vous avez vu également, on la posera, Mohamed. Voilà, vous avez vu la réaction imminente également du SNE, qui est d'ailleurs membre de l'intersyndicale de l'éducation, SNE qui, à travers son secrétaire général, occupe le devant d'ailleurs dans cette histoire de menace de grève qui devrait intervenir à partir de ce 20 avril. Vous avez vu le SNE également qui est intervenu. Qui a vite pris ses décisions, ses distances pour ainsi dire. Qui a dit aussi que ça a surpris même la structure syndicale. Et quand même, chacun de son côté en train de rejeter les responsabilités. On ne sait pas jusqu'ici qui est derrière ce mouvement de colère qui a éclaté hier dans les écoles et qui a impacté la circulation un peu partout à Conakry. Parce qu'il faut quand même
comprendre et il faut quand même le préciser. Et ça s'est terminé dans la rue, au-delà des écoles, les gens sont descendus dans la rue pour brûler des pneus, paralysant donc la circulation à maints endroits. On a rappelé, on a cité les communes ici, Lambagny, Ratoma, un peu Matoto, et de l'autre côté vers Dixine, puisque Afia voilà, Afia c'est dans Dixine d'ailleurs, voilà, Afia se trouve dans Dixine. Ça touchait plus de 4 communes. Hein. Voilà, si je maîtrise un peu le découpage un peu administratif. Alors, Afia, donc ça veut dire Ratoma a été impacté, Matoto est impacté, Lambagny est impacté, Sonfonia est impacté, Dixine est impacté, 5 communes d'ailleurs ont été... Kagbele est impacté aussi, parce qu'il y avait la cimenterie. Voilà, donc ça veut dire 6, si on ajoute Kagbele, 6 communes ont été touchées sur les 13 de Conakry, 6 ont été touchés. Presque la moitié. Ça veut dire que c'était pas quand même un petit mouvement. Ça a attiré l'attention des uns et des autres. Mais jusqu'ici, il faut le préciser, il n'y a pas eu de raison officielle citée de la part de ces mouvements syndicaux. Mais quand même, des accusations continuent. Quand le SLEC dit que c'est des mouvements planifiés, ce ne sont pas des manifestations spontanées. Derrière, on peut se poser question pour demander... À qui s'adresse-t-il? Qui a orchestré quoi? Qui a orchestré quoi? Mais pour le moment, très difficile de trouver réponse avec exactitude à cette question, à moins que Mohamed Bangoura Roméo lui-même... On l'aura, puisque ça vient de lui. Mais Mohamed, d'ici là, c'est quand même étonnant que ces manifestations n'ont pas pu avoir quand même des auteurs. C'est-à-dire que oui, absolument. Auteur avoué, alors. Oui, on n'en a pas eu. En réalité, auteur avéré, auteur avoué. On pouvait imputer cette responsabilité au SNU et au FSPE, mais ils disent avoir justement été surpris de ces manifestations. Tout le monde se dit surpris. Or, à l'origine, c'est parce que tout simplement, les jeunes élèves disent qu'ils n'avaient pas de professeur et que les autres en ont. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose quand même qui s'est passé et ces mouvements ne peuvent pas, disons, se déclencher comme ça. Et spontanément, quand même, il faut quand même le rappeler, sur presque sur 6 communes de Conakry. Bien. Alors on parle de Dixine, on parle de Ratoma, on parle de Lambagny, on parle même de Sonfonia. On parle de Sonfonia. Donc il faut quand même se dire qu'on ne peut pas nous duper à ce niveau-là. Il faut quand même dire, certainement, c'est entre eux. Aujourd'hui, vous savez, ça peut peut-être paraître comme étant une mauvaise coïncidence. Oui. Une mauvaise coïncidence au même moment où l'intersyndicale était en train de menacer, c'est-à-dire de reprendre la grève pour parfaire quand même, pour parfaire ces négociations, ou enfin, en tout cas quand même, pousser l'État à respecter ces points dans le protocole d'accord dont on parlait là, il y a juste 3 ou 4 jours dans ce même studio. Bien. Alors aujourd'hui et le SLEG déjà, nous connaissons la position du SLEG vis-à-vis de tout ce qui se passe, notamment le SLEG qui observe un véritable retrait vis-à-vis de tout ce que disons l'intersyndicale aujourd'hui est en train d'entreprendre comme action vis-à-vis notamment de cette grève projetée. Alors il faut reconnaître quand même que nous le disions ici qu'il faut donner disons chance aux négociations pour ne pas que les cours soient perturbés. Mais alors comment se fait-il si c'était juste une seule école, à un seul endroit on pouvait comprendre, mais plusieurs endroits au même moment? Moi, j'ai été témoin oculaire, parce que quand même, j'ai inhalé du gaz hier sur la route Le Prince. Et effectivement, je ne m'y attendais pas, j'étais sur une moto. Victime collatérale. Effectivement, je ne m'y attendais pas, je viens entrer dans cela, j'ai pleuré. Vous allez comprendre que ce n'était pas facile. Et aujourd'hui, on doit quand même nous dire ce qui se passe, et ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a encore une chance qu'on peut donner aux négociations, on peut bien sortir de cela là, et je crois que c'est à l'État, la responsabilité revient en tout cas quand même de démasquer celui qui est derrière, disons, ces différents coups là, parce que si
l'intersyndicale aujourd'hui à sa tête, je peux dire Pépé Balamou. De l'autre côté, le SLEG avec Aboubakar Souma et Dame Kadia Touba. Chacun de son côté essaye de se dédouaner, de se dire non, attention, ce n'est pas moi, je ne sais pas comment c'est arrivé. S'accuser mutuellement. Non, certainement. Jusqu'ici, on peut le dire sans se tromper que le SLEG ne saurait être derrière ces manifestations. Parce que déjà, le SLEG l'avait dit. On ne peut pas dédouaner non plus le SLEG l'avait dit clairement qu'ils ne sont pas dans une optique d'une grève. Donc, ils optaient pour le dialogue. Donc, de ce point de vue, on peut, sur les faits, juger que, effectivement, que... Peut-être ça, c'est un jugement. Ouais. On peut aussi rendre l'autre coupable des faits. C'est bien possible. C'est le scénario. On peut le construire. Je vous ai dit de ne pas manifester. Peut-être que je peux le faire à votre place et vous accuser d'en être responsable. Tout peut arriver dans un coup. Je ne suis pas en train de dire que le SLEG est l'instigateur. Je ne suis pas en train non plus de dédouaner l'intersyndicale dans ce qui se passe. Ça a coïncidé quand même, malheureusement, avec les menaces de l'intersyndicale d'aller en grève. Alors vous allez comprendre, est-ce le SLEG derrière, est-ce l'intersyndicale qui prend les devants, notamment en disant aux élèves de descendre dans la rue. Alors c'est difficile aujourd'hui de défendre un côté ou d'autrement de l'autre. Alors ce qui reste clair, je dis, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, soit de parfaire ces négociations-là, en tout cas quand même de parfaire ce protocole d'accord en appliquant tous ces points, en tout cas de tout ce qu'il a signé lui-même État, et de l'autre côté à ces syndicalistes de prendre les responsabilités et également de dire attention, ce n'est pas le moment de faire descendre les enfants dans la rue, parce que ça va être un affrontement entre enfants et agents de maintien d'ordre. Ça fait longtemps que la Guinée n'a pas connu, c'est-à-dire n'a pas connu de tels mouvements. On se disait que c'était maintenant derrière nous. On a connu des scrutins majeurs dans notre pays. On a connu d'abord, il faut parler du scrutin référendaire, il faut parler du scrutin présidentiel. On a connu tout cela, il n'y a pas eu de mouvement. Ce n'est pas pour satisfaire, c'est-à-dire l'intersyndicale, qu'il devrait y avoir des mouvements qui pourraient conduire au pire. Alors aujourd'hui, pour éviter que ce pire n'arrive, chacun de son côté doit prendre ses responsabilités, et à l'État. Au premier de quel État? Et à l'État, au premier, oui, au premier, l'État. Seul l'État peut-être peut aujourd'hui lancer, ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités, notamment derrière ces mouvements spontanés-là, même s'il y a une partie, en tout cas quand même, une partie du syndicat qui dit que ce sont des mouvements planifiés. De l'autre, on dit on ne sait pas comment ça c'est arrivé. Donc, à l'État d'abord d'ouvrir une information judiciaire, de savoir, mais au-delà de tout, par-dessus tout, l'État doit prendre ses responsabilités et satisfaire ses points de revendication. C'est lui qui l'a signé, il doit le respecter. Justement, à ce stade-là, Yam Chaché Kamara, dès lors que l'OSLEG, qui dit avoir pris ses distances vis-à-vis de cette démarche entamée par l'intersyndicale composée des CNE et de la FSPE, dès lors que l'OSLEG n'a pas pris part, disons, à cette dernière assemblée qui s'est tenue au niveau de son siège à Kaloum, donc à Dixing. Alors, entre-temps... Le siège du SLEG, c'est pas Dixing? Non, je parle la dernière assemblée du SLEG. De l'intersyndicale. D'accord, la bourse du travail. Ça, c'est à Kaloum. Oui, ça, c'est à Kaloum. Alors, et plus loin, puisque l'intersyndicale, quand même, avait fait un rétropédalage, avait renoncé à cette grève-là, et finalement, le dialogue a prévalu, eh bien, c'est le même SLEG, quand même, qui nous dit que ce n'est pas, quand même, une action anodine. Donc, il parle d'une action planifiée. Donc, à partir de là, si l'État avait bien, justement, situer les responsabilités et traquer ces auteurs-là, l'OSLEG pourrait être, disons, une bonne source pour l'État. Ben oui, mais depuis que ça a commencé, vous vous rappelez, il y a eu à un moment ici des prises au collet entre les responsables syndicaux. Voilà, certains syndicalistes. Ici, ça s'est passé même au siège du SLEG du côté de Donka. Vous avez vu, les bruits ont couru un peu partout. Cela a montré ou démontré même la division aujourd'hui qui mine, d'accord, qui plane au-dessus de ces structures syndicales. Et ce qu'il faut comprendre à travers cette sortie de Mohamed Roméo Bangoura, c'est que rien ne va aujourd'hui entre SLEG
et les autres mouvements syndicaux, membres de l'intersyndicale de l'éducation. Qui accuse à son tour l'OSLEC d'être corrompu aussi. Voilà, c'est qui montre une fragilisation, je crois bien, du mouvement syndical. Et de sa lutte. Vis-à-vis de leur partenaire qui est l'État, le gouvernement. Parce que ce partenariat qui existe aujourd'hui pour les structures syndicales, il s'agit quand même, il faut le rappeler, la mission principale est de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignants. Alors aujourd'hui, pour gagner ce pari-là, je crois bien, il faut une action collective et solidaire, ou je ne sais pas, collégiale entre ces structures face à un partenaire qui peut à tout moment lâcher. D'ailleurs, il faut le dire parce que ces négociations ont entamé depuis longtemps. Il y a eu du temps qui a été accordé au gouvernement, d'accord, par l'intersyndicale de l'éducation. Ça a commencé depuis l'année dernière, 2025. On est venu avec toutes ces menaces. On continué jusqu'en décembre 2025 pour permettre donc aux structures syndicales de laisser la voie à l'État ou au gouvernement, d'accord, de privilégier et de continuer à privilégier la piste de dialogue. Évidemment. Mais contre toute attente, on a encore vu depuis le mois de janvier 2026 jusqu'à ce 4e mois, je crois bien, puisqu'on est en avril, janvier, février, mars, avril, ça fait 4 mois. Rien n'a repris en termes de négociation entre les deux parties. Et l'OSLEG continue de tirer à boulet rouge sur les autres camarades. Et cette sortie de Mohamed Bangoura nous prouve également que jusqu'ici, il n'y a pas d'entente entre ces camarades syndicalistes. Derrière, ça fragilise naturellement le niveau de combat mené. Et puisque je crois bien, pour toutes ces structures syndicales, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre l'enseignant, d'accord, au-dessus de tout. C'est de mettre l'enseignant dans des conditions les plus favorables. C'est de se battre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Et pour cela, je crois bien, une division n'a pas son sens d'exister. Je crois qu'il faut que ces acteurs, ces syndicalistes comprennent que c'est en restant soudés. Restant soudés et solidaires. D'accord? Ils deviennent forts. Comme ils aiment à le dire souvent dans leur slogan, ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Alors ce slogan doit rester de mise. Ce slogan doit continuer à exister et ce slogan doit servir d'exemple. Mais si vous n'êtes pas solidaires, si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas convaincre. Aujourd'hui, ce qui est arrivé à ce mouvement syndical guinéen, surtout ceux qui sont dans le secteur de l'éducation, je crois, c'est cette division interne qui est en train de mal tourner. Évidemment, et qui affaiblit notamment le mouvement syndical guinéen. Alors, nous allons marquer une courte pause, autant pour nous de prendre un peu de l'eau et on reviendra dans un instant. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évasion sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net.
Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de classe. A ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers... En République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner. Il a favorisé, s'il faut le dire, la division de gain de cause, il faut le dire. On parle d'un de plus, pas d'un de moins. Pour d'autres négociations afin d'obtenir gain de cause. Merci de votre fidélité. On se reprend demain si tout va bien, Inch'Allah. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Dernière ligne droite de cette émission, le scanner. Merci de votre fidélité. Merci de nous pratiquer un peu partout à travers le pays. Merci de nous suivre au Sénégal. Merci de nous pratiquer aussi en France. Merci de nous suivre sur tout l'univers numérique du groupe Kavi Média. On vous l'annonçait à l'entame de cette émission, la 10e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. C'est ouvert ce lundi 20 avril 2026 à Dakar. Un rendez-vous continental qui réunit experts, responsables politiques et militaires africains pour redéfinir les priorités du continent dans la lutte contre le terrorisme.
Cette question, parviendront-ils à adopter une position collective face au terrorisme en pleine progression? La question est posée, Mohamed Loba. Il faut le dire que le contexte aujourd'hui interpelle quand même. Yaya Diallo, le contexte interpelle surtout. Parlons un peu de la sécurité concernant le continent. Aujourd'hui, un sujet crucial, Mohamed. Un sujet très crucial, si on peut se le permettre. Alors aujourd'hui, qui a besoin, surtout si vous regardez le contexte, qui a besoin d'une refonte totale, surtout de l'architecture sécuritaire, il faut quand même le dire. Alors cette édition se déroule dans un paysage sécuritaire ouest-africain profondément remodelé. Et remodelé, il faut le dire, que les organisateurs qualifient d'environnement sécuritaire considérablement altéré. Alors aujourd'hui, il y a cet effondrement des cadres existants. D'abord, il faut parler du G5 Sahel qui a été dissous. Et la CEDEAO est aujourd'hui affaiblie notamment par le retrait, disons, du Mali. C'est une réalité parce que ça apporte quand même des coûts, notamment. Pas que du Mali, les membres de l'AES. C'est ce que je dis. J'avais juste commencé et j'ai entamé autre chose. Je parlais du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors, ces trois pays aujourd'hui qui forment l'AES, il faut quand même le comprendre. Et il y a pendant ce temps une extension quand même de la menace parce que la pression djihadiste, vous venez de le rappeler dans votre menu, ne se limite plus au Sahel. Elle s'étend aujourd'hui vers les États côtiers, notamment du Golfe de Guinée. On parle du Bénin, du Togo, du Ghana. Et il faut le dire que cela rapproche dangereusement l'insécurité des frontières sud de la région. Alors il y a il faut parler de cette édition, surtout de la maturité, parce que moi je dis que c'est une édition de maturité parce que ça permet notamment de jouer les cartes possibles aujourd'hui de lutte contre l'insécurité qui gagne quand même certains pays de l'Afrique et surtout aussi la menace de la paix, parce que la menace contre la paix aujourd'hui, il faut quand même le dire, il y a beaucoup de pays qui vivent, je ne dis pas qui vivent l'enfer, mais avec le djihadisme qui continue de battre disons son plein, il faut quand même aujourd'hui craindre le pire si les chefs d'État africains ne se réunissent pas pour trouver une solution commune face à ces différentes menaces. Alors le thème central, faut-il le rappeler, on parle de souveraineté, de stabilité et d'intégration. Le thème de cette année, on parle de l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et souveraineté. Quelle solution durable? Alors les débats cherchent à concilier la quête de souveraineté, c'est-à-dire la réaffirmation de la puissance nationale avec les impératifs d'intégration régionale nécessaires aujourd'hui pour lutter contre des menaces, disons, transnationales. Alors, les trois principaux enjeux des discussions, il faut le rappeler. D'abord, l'enjeu numéro 1, la ruée géopolitique vers les ressources critiques. Alors, l'Afrique détient, dit-on, 30% des réserves mondiales de minerais et stratégiques, notamment cobalt et terres rares, uranium, essentiel à la transition, notamment énergétique mondiale. Donc, le forum analyse comment éviter le piège des ressources où l'exploitation minière, disons, alimente les conflits et la pauvreté locale. Parce que si vous prenez aujourd'hui la cartographie de l'Afrique, la plupart des pays aujourd'hui où la paix est menacée, il faut dire que ce sont des pays qui sont riches en minerais. Et c'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Tout à fait. Il y a un moment, Yaya, vous vous rappelez, on parlait de la RD Congo, de la République démocratique du Congo, avec, disons, ce double jeu des États-Unis qui avait même, qui avait fait venir notamment le président congolais, le président rwandais à un moment donné pour dire attention, il faut parler de quelque chose. Mais finalement, ces deux semblaient comprendre le petit jeu de l'actuel président américain qui parlait de business gagnant-gagnant. Business gagnant-gagnant. Qui leur a dit vous allez devenir très riche. Très riche. Si vous dites, on va tous être riches. On va tous être riches. Alors on a tout de suite compris que, c'est-à-dire le jeu, ce n'était pas le retour de la paix. Absolument. C'est-à-dire ce n'était pas de permettre à ces deux pays, c'est-à-dire de fumer le calumet de la paix, et c'était de comment tirer, c'est-à-dire de troubler et pour tirer profit et de cette guerre qui oppose les deux pays. Alors le Rwanda, peut-être
peut-être pas de façon visible, mais le M23, nous savons très bien, le M23 se réclame de qui ou de quoi, et de l'autre côté, vous avez tout ce qui découlait de cette guerre-là. Et si vous regardez un peu aussi par rapport au cas des pays du Sahel, vous allez comprendre, et effectivement, c'était la même chose. Ce dont on accusait à un moment donné la France ici, c'était de pillage et de tout ce qui s'ensuit. Alors, de ce côté-là, il y a au point 2 la restructuration des alliances et de la lutte anti-djihadiste. Parce que c'est de ça qu'il s'agit également avec le départ notamment de la France et des casse-le au niveau de MINUSMA, de nouveaux partenaires émergent parce que la présence notamment de représentants des États-Unis, de l'Allemagne et surtout de l'AES, Burkina Faso, Mali, Niger à la même table est un enjeu majeur pour construire une coopération sécuritaire. Alors aujourd'hui, qui fait face à des défis majeurs. Alors que les anciens alliés ne se parlent plus. Donc c'était quand même, disons, quelque chose de très beau, permettant, disons, à certains États, parce que c'est pas tous les États africains aujourd'hui qui font face quand même au djihadisme. Mais si vous regardez la cartographie, on peut se dire que ça peut, disons, embraser, parce qu'on a parlé tout à l'heure des pays du Golfe de Guinée. Alors aujourd'hui, il y a des années, il y a 2 ans ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, ces pays-là ne connaissaient pas ces menaces encore, ou ces menaces ne se multipliaient pas. Mais aujourd'hui, disons, avec la montée en puissance du djihadisme, il faut se dire que c'est mal parti pour d'autres pays. Donc ça veut dire qu'aucun pays n'est épargné en Afrique. Alors il y a des menaces hybrides notamment, et la résilience des États. Alors au-delà même de l'aspect militaire, le forum élargit le concept de sécurité Yaya et à la cybersécurité, aux transitions politiques post-putsch et à l'émergence d'une industrie de défense africaine pour réduire la dépendance extérieure. Alors ce qu'il faut retenir, il faut dire que ce forum est un test pour la nouvelle diplomatie, notamment sénégalaise sous Bassirou Diomaye Faye, et qui souhaite faire de Dakar un hub de réflexion stratégique. Alors l'objectif est de transformer l'affaiblissement des structures traditionnelles en opportunité pour bâtir des réponses made in Africa et des réponses centrées sur la gouvernance des ressources et la gestion de nouvelles alliances. Si ça arrive quand même à porter aujourd'hui des initiatives qui sont portées devant cette, si je peux me le permettre, cette assemblée, ça pourrait quand même permettre à certains chefs d'État de savoir réellement jusqu'où le mal est profond et de comment combattre aujourd'hui ces différents maux, parce qu'il s'agit d'une question de l'Afrique. Quand on parle de paix, et la répétition ou la multiplication des coups d'État, c'est parce que la paix n'est pas aussi garantie. C'est parce que l'aspect sécuritaire même s'avère défaillant. Et aujourd'hui, comment trouver solution face à toutes ces problématiques-là? Je crois que c'est là naît réellement ce qu'on connaît aujourd'hui, disons, de cette édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Yamcha Cheikh Camara, le terrorisme aujourd'hui, pour beaucoup des Africains, notamment des chefs d'État, avertis, avisés, c'est une importation. Une importation pour rappeler, pour justifier également que le monde est en guerre. Le monde est en guerre, c'est net un secret pour personne. Guerre économique, guerre commerciale, guerre géopolitique, guerre territoriale. Et vous allez centrer l'Afrique autour de ça. En Afrique, déjà, vous parlez d'une importation. Le terrorisme aujourd'hui et qui gagne le terrain. Il y a le djihadisme également qui mine les côtes de l'autre côté. Également, il y a des conflits interfrontaliers qui germent. Qui germent et qui existent d'ailleurs entre beaucoup de pays. Le bas a signalé le cas RDC, Rwanda par exemple. Ça dure depuis des années. Alors aujourd'hui, il faut le dire que l'Afrique fait face à un défi. Alors, la thématique choisie pour la 10e édition de ce forum, ces défis sont entre autres, c'est signalé même ici, il y a le défi d'intégration aujourd'hui qui existe, il y a le défi de souveraineté, il y a également le défi de stabilité. En parlant de stabilité, c'est là où on va toucher un peu le cadre sécuritaire qui existe. Mais est-ce qu'à ce niveau, il faut simplement rester
à réfléchir sur comment sécuriser l'Afrique. Et quand nous parlons de la sécurité de l'Afrique, il faut dire que la sécurité ne se limite pas seulement qu'à sauvegarder les acquis au niveau de nos frontières, mais aussi il faut penser à transformer notre économie. Donc cette transformation positive-là, c'est ce qui peut sauver l'Afrique aujourd'hui, puisque la question qui se pose, c'est quelle solution face aux défis, quelle alternative face à ces défis de stabilité, de souveraineté, d'intégration. Donc, quelle solution possible? Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi moi j'ai aimé quelque part une partie du discours qui a été tenu par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a mis en action particulier sur cette vision ambitieuse de la souveraineté africaine, puisqu'il est question de souveraineté aujourd'hui. On peut se dire qu'on est indépendant. Beaucoup de pays africains, d'ailleurs, il y a cette indépendance qui existe depuis de nombreuses années. Une indépendance relative, hein? Voilà, mais est-ce qu'on est totalement indépendant? Puisque l'Afrique dépend toujours des partenaires étrangers. Alors aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est que... De ces anciennes colonies. Voilà, de ces anciennes colonies. Nous continuons à tendre la main aux colonisateurs que de miser sur nos propres efforts, alors qu'on a tout chez nous. Alors cette prospérité ne n'est pas de l'abondance des ressources, le président Diomaye Faye l'a rappelé, mais plutôt de notre capacité à les gouverner. Même si aujourd'hui on est riche. On est riche, l'Afrique c'est un continent riche. On le dit. Voilà, on le dit souvent, nos sous-sols. Mais paradoxalement pauvres. Nos sous-sols regorgent vraiment de beaucoup de richesses. Alors aujourd'hui, la question c'est de savoir comment transformer positivement toutes ces ressources et les utiliser à bon escient, c'est-à-dire les mettre au service de l'Afrique pour que l'Afrique puisse profiter de ces ressources naturelles. Là, c'est la question aujourd'hui. Et puisque jusqu'ici, l'Afrique reste ce continent visé par l'Occident pour des intérêts personnels. Vous le savez, et tout le chaos organisé c'est le continent d'avenir, hein? Tout le chaos organisé à travers le monde se répercute sur l'Afrique parce qu'on pense qu'on est un continent faible. Alors comment sortir de cette faiblesse et montrer aux partenaires qu'on est vraiment souverain, cette souveraineté recherchée? Je crois bien, ça doit toucher et l'économie, et la géographie, et l'environnement, et la politique, tous les secteurs possibles. Il faut que les dirigeants africains essayent de tabler pour trouver des vraies solutions aux problèmes de stabilité, aux problèmes de souveraineté et aux problèmes d'intégration. Mohamed, la souveraineté est à la fois politique, économique, mais aussi culturelle. Oui, nous sommes d'accord. Les défis sont nombreux à ce niveau. Les défis restent nombreux. Oui. Vous savez, ce forum ne pourrait pas, disons, tout guérir, c'est-à-dire concernant les maux aujourd'hui dont souffre l'Afrique, notamment sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect paix. Parce que, disons, la paix ou la guerre, c'est l'absence de la paix. Alors, s'il y a aujourd'hui ces querelles qui existent au niveau des frontières de certains pays, c'est parce que, même si vous regardez l'aspect, disons, économique, il y a un véritable souci aujourd'hui parce que c'est très compliqué. C'est pour cette raison, je rejoins, moi, carrément, quand on dit que, disons, c'est ce djihadisme et autres là sont importés, il faut quand même le dire que parfois, il y a des questions qu'on se pose et qui nous poussent à comprendre effectivement en profondeur ce que valent aujourd'hui, en tout cas quand même, l'intervention en tout cas de certaines puissances, même en Afrique. Nous avons vu notamment, parlons un peu du Sahel, de ces trois États-là, et notamment le Mali même. Donc, seulement parlons du Mali. Le Mali, le Burkina, le Niger qui étaient autrefois avec la France et aujourd'hui, pour qui la France s'avère l'ennemi, disons, je ne dis pas à abattre, désigné. L'ennemi désigné, en tout cas, ou le coupable, ou la coupable, en tout cas, de tous les maux dont souffrent ces pays-là. À travers sa force Barkhane, alors. Évidemment. Donc, pourtant,
à un moment donné, au Mali, la France presque était numéro 1 en termes de défense concernant la MINUSMA et tout ce que nous savons. Aujourd'hui, il y a une autre puissance qui opère dans la zone. Alors, qui émerge, oui. Qui émerge et personne ne dit quoi que ce soit. On pense que tout est parti. Pourtant, si vous regardez les djihadistes dont on parle, les armements quittent où? Leur financement quitte où? Vous allez vous interroger et vous allez comprendre que ce n'est que, c'est-à-dire des bras masqués. Et puis, les couvertures médiatiques, Mohamed. Vous voyez? Oui. Les couvertures médiatiques. Donc, il y a tant d'interrogations. Oui. Si on arrive à les faire, on se demande qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Qu'est-ce qui se passe et comment mettre fin à ces guerres-là, et si d'autant elles sont financées par l'extérieur. C'est disons, on n'est pas en train de dire directement que c'est comme tel, mais si, je dis bien si, c'était le cas. Donc ça va être très compliqué si les présidents, disons, africains n'arrivent pas à se revoir, à revoir notamment leurs partenariats, à revoir leur stratégie, leur politique, même visant leur politique économique, notamment culturelle et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, ça va être très difficile de s'en sortir parce que ces forums-là, c'est une fois par an. Il faut quand même le dire, une fois par an. Donc c'est très compliqué en une journée ou en 2 journées de parler de tous les problèmes dont souffre l'Afrique. C'est très compliqué. C'est à eux. Chacun doit balayer devant sa porte, bien balayer, et chacun doit connaître ses problèmes et savoir poser le diagnostic. Et je crois que si le diagnostic est bien posé, la solution ne va pas tarder à venir. Et si on ne sait pas de quoi on souffre, ça va être très compliqué de trouver une solution. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui arrive à l'Afrique tout entière. Et vous allez voir, même si c'est une petite querelle, c'est-à-dire extérieure, ça va embraser toute l'Afrique. On parle aujourd'hui de la guerre en Iran. La guerre en Iran, c'est-à-dire qui oppose l'Iran à l'Israël et les États-Unis, vous allez comprendre que les impacts se retrouvent carrément vers l'Afrique. Parce que tout simplement, nous, on n'est pas conséquents avec nous-mêmes, et peu importe ce qui arrive de l'extérieur, nous on est impacté. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, à un moment donné, avait aussi impacté, continue d'impacter l'Afrique. Vous allez comprendre dans l'histoire géopolitique actuelle, nous sommes le seul parent pauvre. Hein. L'orphelin, si on peut le dire comme ça, pour qui il faut cotiser, pour qui il faut trouver des solutions, alors qu'on est bien capable de trouver nous-mêmes les solutions face aux problèmes qui sont les nôtres. Alors, nos dirigeants doivent retrousser les manches. Ahmed vient de rappeler de Yamcha Cheikh Camara, c'est la prise de conscience. Dès l'instant que nous savons ce dont nous souffrons, eh bien, les solutions ne tarderont pas de venir. Mais le paradoxe, c'est que nous avons des dirigeants africains qui sont complices de ce que nous subissons. Juste au retour pour pouvoir justement conserver les pouvoirs. Exactement. Pendant que les autres se préparent. C'est pourquoi nous avons des gens qui ont fait 40 ans au pouvoir ici. Tout va bien. Des doyens des présidents d'Afrique. Les pays du monde se préparent pour comment renforcer leur économie, comment stabiliser aujourd'hui, puisqu'il s'agit de là, cette stabilisation que nous voulons pour l'économie mondiale. Et puisque vous vous rappelez, quand Donald Trump a enclenché cette guerre commerciale vis-à-vis des autres pays du monde, notamment la Chine, entre autres, et vous avez vu combien de fois l'Afrique s'était retrouvée sur une carte très fragile. Et puis cette guerre aussi au Moyen-Orient, vous avez vu dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, le prix du pétrole, le prix de l'essence a augmenté. Donc il y a des répercussions. À chaque fois qu'il y a un petit problème, non seulement que ça soit de l'autre côté, chez les Européens ou chez les Arabes, c'est l'Afrique qui paye de lourds tributs. Alors aujourd'hui, si nous connaissons nos propres problèmes, c'est-à-dire les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, je crois que c'est le lieu et le moment pour les chefs d'État africains de retrousser les manches, de se donner les mains et afin de pouvoir trouver des solutions pérennes aux problèmes qui nous guettent. Alors, il ne faut pas seulement se limiter à faire des discours, puisque ce que je constate à chaque fois qu'il y a ces forums, des rencontres comme ça, c'est que nos dirigeants aiment les gros mots,
voilà, plus que même les gens qui ont créé ces mots, il faut se retrouver pour dire tout ce que vous voulez, ça existe sur avec papier. La poésie. Voilà, on va venir faire du bavardage, simple bavardage et puis simple bavardage entre guillemets, mais derrière, si se retourne chez eux, c'est très difficile de concrétiser, de matérialiser ces actions-là sur le terrain. C'est beau de se pencher sur comment gagner une stabilité en Afrique, sur comment maintenir cette souveraineté politique et économique, parce que la souveraineté dont on parle, elle est politique, à la fois politique et économique. Ouais. Les deux sont intimement liés. Tant que nos dirigeants dépendent des autres dirigeants, tant que nos dirigeants pensent qu'ils sont sujets des autres dirigeants européens et américains, c'est que l'Afrique... Et puis lui chiger aussi de ces institutions de Bretton Woods. Avec ces aides-là qui nous maintiennent dans la pauvreté. Il faut cette souveraineté politique. On est des pays, on est interdépendants. En fait, ils ont besoin, ces pays européens, ces occidentaux ont besoin nous avons besoin d'eux, autant ils ont besoin de nous. Autant ils ont besoin de nous. Oui. Ils viennent ici pour piller nos ressources, il faut le dire. On peut mettre un pied entre guillemets si vous voulez, mais je crois bien, c'est là aujourd'hui il s'agit. Donc cette souveraineté politique, il faut miser sur cette souveraineté politique et derrière, il faut penser à l'économie. Donc la souveraineté économique également, puisque la politique part avec cette économie. Tout à fait. Alors, la souveraineté économique, si on la gagne, c'est que politiquement, on est bien parti. Il faut arrêter de se sous-estimer et de toujours continuer à tendre la main. Tant que l'Afrique continue à tendre la main, ça veut dire que l'Afrique n'est pas totalement prête à se stabiliser économiquement et politiquement. Et là, ça devient un défaut. Mais l'intégration aussi est un élément fondamental puisque nous avons une Afrique morcelée et je crois qu'il faut travailler pour que l'intégration soit effective pour qu'en fait nous puissions faire face aux défis existentiels. C'est fondamental. Disons, il n'y a presque pas d'objection à ce niveau. C'est fondamental. Aujourd'hui, l'intégration, il faut quand même mettre le curseur dessus. Mais c'est que, vous le savez, quand on est un peu égaré vis-à-vis de nos propres problèmes, c'est très compliqué de trouver des solutions. Absolument. Alors, les solutions, parfois, peuvent s'avérer même, disons, auprès de nous, mais on ne les voit pas. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on est complice de notre propre mal, ça va être très compliqué de lutter contre ce mal-là. Malheureusement, c'est ce qui rattrape l'Afrique. Si vous regardez aujourd'hui, depuis toujours. Depuis l'indépendance. Depuis toujours. Ça a commencé là. C'est difficile de comprendre, par exemple, pour le cas dont on parlait tout à l'heure, là, la RD et le Rwanda. Comment se fait-il qu'on quitte même, disons, les instances africaines pour aller aux États-Unis tabler une question qui concerne l'Afrique? Absolument. Qui concerne deux pays africains. Où est l'Union africaine? Où est l'Union africaine? Donald Trump, il n'était pas le dernier recours. Il n'était pas la solution. Les États-Unis ne devraient pas être, disons, il y a la communauté de l'Afrique de l'Est aussi, qui était là, qui devrait jouer un rôle. Évidemment. Donc, on est passé outre toutes ces instances-là pour se retrouver de l'autre côté. Mais pourquoi empêcher? On ne peut pas empêcher ces gens-là d'imposer leur dictat, de dire non, attention, on fait ça pour avoir ça. C'est aujourd'hui cela la guerre. Qu'est-ce qui envoie la guerre dans le Golfe aujourd'hui? Nous savons pertinemment, au-delà de cette démocratisation dont parle, comment dirais-je, dont on parle, ou parle, il faut le dire parce que c'est lui qui le dit, le président américain Donald Trump, nous savons pertinemment ce qui s'est passé. C'est un faux débat. Concernant le cas vénézuélien, nous savons ce qui s'est passé, quelles étaient les intentions derrière. Malheureusement, il est passé, disons, à la vitesse supérieure au lendemain même, disons, de la prise du président vénézuélien qui aujourd'hui continue à croupir dans les prisons américaines. Alors, chose qui n'était pas, selon beaucoup, avant, ce n'était pas faisable. Un seul individu, une seule personne est venue bousculer l'ordre mondial. Nous avons vu cela. C'est parce que nous-mêmes, nos instances ici s'avèrent faibles. Et malheureusement, ça va continuer parce que si on n'arrive pas à voir nos propres problèmes, ça va être très difficile de trouver des solutions sans compter sur les autres. Et si on arrive à compter sur les autres, ils ne vont pas venir main vide et ils ne vont pas répartir également main vide. Tiens, c'est à l'Afrique et aux Africains de prendre leur destin en main. Ça n'est terminé pour ce numéro de ce mardi. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Mohamed. Merci Hadjalo, merci à tous. Merci Amsa Cheikh Kamara.
Merci Yaya, merci au peuple. Merci à la technique Roger Haba du côté de la radio et Salim tous ici au niveau de la télé. Merci à tous, merci de votre fidélité. Merci à Moussa Dramé. Merci à tous. À bientôt.